Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un véritable géant au pied d'argile, l'industrie de la construction. C'est un secteur absolument colossal, mais qui, curieusement, a un mal fou à innover. Alors, on va explorer ensemble un nouveau modèle qui a été pensé pour justement tout bousculer. Voilà la grande question. Comment est-ce possible qu'un secteur aussi vital pour nos économies soit autant à la traîne sur l'innovation? Pour commencer à comprendre, rien de tel que de regarder quelques chiffres, et vous allez voir, ils sont assez parlants. Premier chiffre, et il fait déjà un peu mal. À peine un quart des entreprises du bâtiment se voient comme innovantes. Et le plus fou, c'est que ce chiffre ne vient pas d'une critique extérieure, non, il vient de l'intérieur même du secteur. C'est un constat d'échec qu'elles font elles-mêmes. Ça montre bien qu'il y a une conscience du problème. Et le gâchis est partout. Pensez-y, on est à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle, et bien sur les chantiers, moins de 10% de toutes les données collectées sont vraiment utilisées. C'est un potentiel d'amélioration, d'optimisation, de sécurité qui part directement à la poubelle. C'est juste dingue. Alors pourquoi une telle situation? La raison, en fait, elle est terriblement simple et pragmatique, c'est le manque de temps. Pour 70% des boîtes, le quotidien, c'est une course permanente. Elles ont la tête dans le guidon entre la gestion des opérations, les contraintes, les budgets. Du coup, l'innovation, eh bien, ce n'est pas la priorité. C'est même vu comme un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Donc, quand on met tous ces éléments bout à bout, le portrait qui se dessine est assez clair. Le secteur est en pleine crise de l'innovation. Et ce n'est pas juste une impression, ce sont des faits, des chiffres, qui ont des conséquences très très concrètes. Et la conséquence la plus spectaculaire, la voici. Tenez-vous bien, un gain de productivité de seulement 1% en 20 ans, dans toute l'Union européenne. C'est une stagnation quasi totale. Concrètement, pour tout le monde, ça se traduit par quoi? Par des projets qui durent plus longtemps, des coûts qui finissent par être plus élevés et un impact écologique qui stagne au lieu de s'améliorer. Bon, face à ce constat un peu déprimant, une solution vraiment intéressante commence à faire parler d'elle, le concept d'une usine à start-up, qu'on appelle aussi une start-up factory. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce modèle qui veut en quelque sorte industrialiser l'innovation. Alors, une start-up factory, qu'est-ce que c'est? Attention, ce n'est pas un incubateur ou un accélérateur classique, pas du tout. Là, on n'attend pas passivement que les entrepreneurs viennent frapper à la porte avec leur idée. Le modèle est proactif. La factory identifie elle-même les problèmes du marché, génère les idées de business et ensuite elle construit les startups de A à Z. Et le processus, il est hyper structuré, comme une vraie ligne de production. D'abord, on génère et on teste plein de concepts de start-up. Ensuite, on part à la chasse des meilleurs entrepreneurs pour piloter ces projets. Après ça, la factory met tout sur la table. L'argent, les experts, le support technique. Et enfin, elle accompagne pas à pas la jeune entreprise jusqu'à ce qu'elle soit assez solide pour continuer seule. C'est bien beau sur le papier, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment plus efficace? Eh bien pour ça, il suffit de comparer les performances d'une startup factory avec une startup traditionnelle. Et là, la différence est spectaculaire. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le taux de rendement interne, ce fameux TRI que les investisseurs adorent, il est plus que doublé. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la vitesse d'exécution. Il faut 25 mois en moyenne pour atteindre une grosse levée de fonds, la série A. Pour une start-up normale, c'est 56 mois. On gagne plus de 2 ans. C'est un gain d'efficacité colossal. Mais le chiffre le plus important, c'est sans doute le taux de succès. 72% des startups qui sortaient d'une factory réussissent à obtenir ce financement majeur, contre seulement 42% pour les autres. Autrement dit, on sécurise le projet. On diminue de façon drastique le risque d'échec. Et ça, pour un entrepreneur, c'est tout simplement le nerf de la guerre. D'accord. Mais alors, concrètement, dans quel domaine on innove? Le terrain de jeu est absolument immense et il couvre en fait tout le cycle de vie d'un bâtiment. C'est ce qu'on appelle les marchés de la ConTech et de la PropTech. Et là, on voit bien comment la technologie peut s'infiltrer à chaque étape. Dès la conception, avec des matériaux plus verts. Pendant la construction, avec des robots ou des drones. Dans la gestion du bâtiment, avec des capteurs partout pour le rendre intelligent. Et même jusqu'à sa fin de vie pour mieux le déconstruire et recycler les matériaux. Absolument chaque étape est une opportunité. Et on ne parle pas d'un petit marché, loin de là. Rien que la PropTech, c'est un marché de 42 milliards de dollars cette année, avec une croissance projetée de 13% par an. C'est énorme. Cette croissance, elle est tirée par une demande de fonds pour des bâtiments plus malins, plus flexibles. La ConTech, elle, s'attaque de front aux problèmes de productivité et de gaspillage qu'on a vus au début. Mais au-delà de tous ces chiffres et de cette technologie, ce modèle porte en fait une vision bien plus large.
Il ne s'agit pas seulement de créer des business qui rapportent, mais bien de transformer en profondeur tout un pan de notre économie. Cette citation, elle résume tout. Le but ultime, c'est de repenser complètement notre relation au bâtiment, que ce soit nos maisons ou nos bureaux. C'est un projet qui dépasse la simple technologie, c'est presque un projet de société. Comment mieux vivre ensemble dans nos espaces? Et on termine